Tour. Donc, c'est plutôt positif. On a toujours les gens qui sont restés, donc on va continuer sur le sujet. Donc, le sujet 11h45. Alors, on a un quart d'heure de plus parce que le sujet, il est un peu plus. Il y a beaucoup d'actualités en ce moment. On a 45 minutes pour parler aujourd'hui de Nice 2. D'aujourd'hui, cette fameuse réglementation qui va s'imposer pour énormément d'industriels qui sont ici ou sous-traitants. Donc concrètement, je pense qu'ici, 80-90% des gens sont impactés par de ce qu'on va parler. Donc écoutez bien. Et on va déjà commencer par que tout le monde puisse se présenter. Franck, je te laisse la main. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Franck-Jean Keneghem. Je suis en charge au Césin des relations internationales et je suis CISO EMEA de Schneider Electric. Et j'anime particulièrement le lab Nice 2 au Césin où on permet d'échanger sur ce sujet-là. Bonjour, donc Florian Lemoine, je travaille à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et donc je suis en charge de piloter le projet de transposition de la directive Nice 2 et de ses impacts. Bonjour à tous, moi je suis Vincent Poulbert, je dirige un fournisseur de services de cybersécurité qui s'appelle Sysdream. Et notre rapport à l'industrie, c'est qu'on accompagne pas mal d'ETI et de PME sur leur chemin de cybersécurité. Eh bien, bonjour, Jean-Christophe Marpeau, programme Captronic. Je m'occupe du volet cyber, mais plutôt sur tout ce qui est équipement embarqué, électronique et logiciel au sein de ce programme-là. Voilà. Comme vous savez que j'aime bien les mains levées pour ceux qui étaient là, ceux qui connaissent Nice 2 et qui ont entendu parler, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? On va faire l'inverse. Ceux qui n'ont pas entendu parler de Nice 2, ça sera plus simple. Ah, quand même. Ok, donc déjà un sujet. Bon alors, pour les peu de personnes qui n'ont pas encore eu connaissance de Nice 2, peut-être Florian, si tu pourrais expliquer et résumer ce que c'est Nice 2. Donc Nice 2, c'est une directive européenne qui est entrée en vigueur en 2022 et qui doit être transposée au niveau national. Donc l'objectif de cette directive, c'est de renforcer le niveau de sécurité des administrations des États membres et également du tissu économique des États membres de l'Union européenne. Donc, elle fait suite à les observations faites depuis plusieurs années sur l'évolution de la menace qui historiquement ciblait des acteurs majeurs, reconnus, réputés, surtout riches, qui pouvaient payer des rançons. Mais on a observé depuis quelques années que les attaques ciblent désormais tout le monde, de la collectivité en passant par les PME, les ETI, et également s'appuie souvent sur la chaîne de sous-traitance pour atteindre d'autres victimes potentielles. Donc Nice 2 arrive un peu comme une réponse réglementaire certes, mais surtout une réponse collective pour faire face à cette nouvelle menace qu'on appelle souvent la menace systémique et qui embarque donc la cybercriminalité. C'est quoi les industries aujourd'hui ici concrètement qui pourraient être impactées par Nice 2? Donc au niveau des secteurs concernés, il y a 17 secteurs d'activité, dont un qui s'appelle dans le texte la fabrication, qu'on peut appeler aussi l'industrie manufacturière. Donc c'est 5 grandes catégories d'acteurs, donc ça regroupe 580 types d'activités. Elle s'appuie sur la classification européenne des activités, donc c'est un jargon un peu technique. Donc, pour simplifier, il y a un référentiel des activités. Et si vous faites partie des divisions 26 à 30, vous avez des grandes chances d'être du coup concerné par la directive. Donc on y retrouve les fabricants de composants électroniques, informatiques, optiques, les fabricants de composants électriques, les fabricants de machines ou équipements divers et variés, ou encore les fabricants de pièces, on va dire, de matériaux utilisés pour le transport. J'ai souvent tendance à simplifier en disant que ça va du fabricant de jukebox au fabricant de navettes spatiales. Et dans le texte, c'est vraiment vrai. On retrouve toutes ces activités dans la classification qui est concernée par la directive Nice 2. Franck, toi justement, au Césin qui travaille justement, qui anime ce lab OT et OT, Nice 2, excuse-moi l'habitude, et puis aussi qui travaille sur la partie internationale avec les filiales et tout ça, comment justement les entreprises peuvent savoir si elles sont éligibles ou pas selon toi? Il y a déjà au niveau de l'ANSSI, il y a un site qui s'appelle monespace-nice2.gouv.fr, mais le représentant de l'ANSSI en parlera mieux que moi, qui est déjà, je dirais, un point de départ qui est relativement intéressant.
À côté de ça, il y a le code entre guillemets d'entreprise qui permet de faciliter, mais je dirais qu'après, il y a aussi, je dirais, toute la nuance, parce que derrière les activités majeures, parce que ce code, c'est l'utilisation majeure de l'entreprise, après, on peut très bien être multi-services, avoir des services managés qui va, entre guillemets, changer son degré entre important et essentiel. Donc, il y a beaucoup de subtilités. Donc, il est important de rencontrer, je dirais, ses pairs pour pouvoir voir comment ils adressent, parce que même dans la distribution, il y a différentes fonctions entre ceux qui font des produits, je dirais, transformés ou pas, et d'un seul coup, on a l'impression d'être tous pareils, mais on est tous différents. Donc il faut beaucoup échanger avec ses pairs. Il ne faut pas, je dirais, avoir peur d'échanger aussi avec ses correspondants sectoriels pour aussi avoir un point de vue, ce qui peut être assez intéressant. Mais globalement, je dirais que presque tout le monde est éligible, du moment qu'il y a une petite taille un petit peu sensible, et dans tous les cas, tout le monde sera impacté. Parce que si on n'est pas directement éligible, on va avoir des sociétés qui vont venir vous voir, comme tu le disais, parce qu'il y a une gestion des tiers, il y a une gestion du risque sur les tiers. Donc globalement, il faut se dire que tout le monde doit s'y intéresser d'une manière ou d'une autre, parce qu'on va devoir, entre guillemets, montrer sa capacité à défendre l'écosystème dans lequel on a une activité, on concourt, pour pouvoir protéger d'un point de vue systémique la nation. Et justement, en quoi ça peut impacter les industriels? Je pense notamment les PME, les sous-traitants, enfin qui finalement, on parle notamment de NIS2, ça concerne beaucoup les grosses sociétés, mais finalement comment les PME elles vont voir aussi, comment elles vont travailler dessus, enfin est-ce qu'elles sont impactées ou pas quoi? Elles sont impactées. Hier, pour ceux qui étaient là, il y avait une conférence sur la donnée dans l'entreprise et la cybersécurisation de la data, et on a abordé la notion de sécurité de bout en bout. Donc je ne vais pas reprendre l'exemple, puisqu'on a parlé de la clé USB qui est une arme de destruction massive, qui pourrait être une arme de destruction massive. Mais voilà, tout le monde est impacté, puisque indirectement, même par ruissellement, une entreprise qui est juridiquement impactée par la NIS2 va forcément faire porter auprès de ses sous-traitants, même le plus bas, le développeur, celui qui fait son IoT, la petite boîte de peut-être 2, 10, 20 personnes, à un moment donné, va devoir fournir une solution cybersécurisée à son client. Donc, indirectement, même si ce n'est pas la NIS2 en tant que telle qui va l'impacter, par ruissellement, les entreprises vont être impactées. Et on le voit bien, puisque le champ réglementaire, on parle beaucoup de la NIS2, il ne faut pas oublier qu'il y a la NIS2, il y a la RID, je l'ai lancé, la RID, donc tout ce qui est IoT communicant, IoT radio connecté directement ou indirectement sur Internet, sont impactés par des exigences cyber à partir du 1er août 2025. Il y a la nouvelle directive machine qui arrive à grands pas. Et puis, bon, il y a le dieu CRA. Hein, je pense que l'ANSSI est en plein dedans, le Cyber Resilience Act, qui va aussi impacter énormément. Donc, je dirais que là, il y a un mouvement réglementaire qui est là, qui est bien, qui est nécessaire, qui est justifié. Il ne faut pas passer à côté du train, tout simplement. Mais est-ce que tu sens que les PME, elles commencent ce sujet, c'est un sujet qu'elles ont en tête ou finalement on est encore très loin de ce qu'il faudrait? Non, il faut dire clairement les choses, absolument pas. Absolument pas. Je ne sais pas, il y a des fabricants de systèmes électroniques ici? Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de la RID du CRA? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, vous êtes un gros. Voilà, la magie. Ouais, la magie. Mais non, je pense que non, il y a un gros chemin à faire, mais c'est pour ça qu'on est là. Il faut évangéliser. Exactement. Par contre, il n'y a pas de frein. Ça, c'est un point important. Faire de la cyber, il n'y a pas de verrou technologique. C'est ça qui est un miracle. Les solutions sont là. Il suffit d'aller ici, on fait le tour. Toutes les solutions sont là. Après, il faut les mettre en œuvre. Florian, si on rentre sur la partie vraiment NIS2 justement, c'est quoi les grands thèmes aujourd'hui, les impacts pour vraiment la cybersécurité industrielle autour du NIS2 aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qui sont poussées? Comment on sait quel niveau on sait? Voilà. Concrètement, si on rentre un peu dans le contenu de NIS2, comment ça fonctionne? Donc, NIS2, il y a 3 grandes obligations à respecter. La première, ça va être de se déclarer à l'autorité nationale compétente. Donc, en l'occurrence, on attend les textes de transposition en ce moment même, mais ça devrait être l'ANSSI. Il faudra ensuite notifier ces incidents cyber auprès de l'autorité nationale compétente, toujours. Et le troisième point, qui est vraiment ce que j'ai tendance à appeler le nerf de la guerre, c'est la mise en œuvre de mesures de cybersécurité pour atteindre un certain niveau qui permettra de se protéger contre les attaques les plus courantes liées à la cybercriminalité dont on parlait en introduction.
Donc, au sein de ces obligations, l'idée, ce n'est pas de déployer un modèle qui est effectivement à l'état de l'art. On va notamment pour le secteur de la fabrication, seront concernés par un premier niveau, une première marche à atteindre en mettant en place des mesures d'hygiène de base qui sont connues et reconnues entre guillemets dans le milieu de la cyber depuis des années. Et on va instruire des thématiques assez classiques comme un peu de gouvernance, la gestion des accès, la maîtrise un peu plus de son réseau, la sécurisation de ses échanges, ses communications, ce genre de choses. Donc on reste à un premier niveau pour les entreprises de la fabrication et de l'industrie. J'ai pas dit que ce serait facile, j'ai dit que ça pourrait être bien plus complexe. Mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement de mettre des serrures à peu près à toutes les portes dans un premier temps et pas forcément de construire une forteresse à l'état de l'art. Pragmatisme. Vincent, justement, on en parlait un peu tout à l'heure, la partie convergence IT-OT qui commence à être... où finalement on n'a plus deux mondes totalement séparés comme le modèle Purdu qu'on voyait pendant très longtemps. On a quand même des mondes qui s'échangent de plus en plus, on a une convergence un peu plus forte. Finalement, c'est quoi les risques de cette convergence et comment on implémente finalement de la cybersécurité et la conformité NIS 2 justement avec ces deux mondes qui échangent de plus en plus entre eux? Ouais, c'est un vaste sujet. Tu as raison de dire... En moins de 2 heures. En 30 secondes. La table ronde précédente, les RSSI qui étaient là en ont très bien parlé aussi, et je vais pas trop aller dans le détail, mais c'est clairement, il y a vraiment, avec la transformation digitale dans le secteur de l'industrie, une ouverture d'un certain nombre de systèmes industriels vers, grâce à la connectivité, une interconnexion qui fait que mécaniquement, la surface d'attaque potentielle s'est considérablement agrandie en quelques années au fond. Et je pense que ce qui traduit aussi, je pense que ce qui est particulier au monde de l'industrie, c'est que ça s'est fait relativement vite et que les ressources internes ne sont pas dans un certain nombre d'entreprises encore là pour traiter ces sujets de cybersécurité qui sont des nouveaux sujets. Donc ça ajoute des risques, ça ajoute beaucoup d'actions et de travail à faire pour se protéger. C'est souvent des enjeux. Alors nous, on a des clients, les enjeux, c'est protection de secrets industriels, protection de sites sensibles. On se parle vraiment de sujets très critiques pour la société, y compris pour des PME et des ETI. Et face à ça, il peut y avoir aussi des enjeux de conformité, et encore plus avec NIS 2, parce que des SI sont ciblés, des SI OT, comme on dit, opérationnels, sur lesquels il faut faire porter beaucoup de mesures nouvelles et qu'il va falloir encadrer. Et je pense que le sujet majeur pour les industriels aujourd'hui, c'est de savoir quel chemin engager, malgré les contraintes de compétences, pour commencer à avancer et progresser sur cette voie de cyber-résilience. Non, très clair. Alors, on a parlé justement que c'est... Oui, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je voudrais vraiment rebondir. N'hésitez pas à vous faire accompagner, quoi. La cyber, c'est pas un truc qu'on fait tout seul. Non, et on a la chance en France d'avoir quand même... il y a le César, bien sûr, il y a des experts, il y a des gens qui sont là pour accompagner. Ne faites pas la cyber tout seul, faites-vous accompagner. Il y a des spécialistes, c'est toute logique, qui vont vendre des solutions qui sont très bon marché, enfin qui fonctionnent bien. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner dans la conception des produits, dans le côté réglementaire, dans le côté managérial, dans le côté gestion des vulnérabilités. La cyber, c'est pas un truc qu'on fait tout seul. Et j'en profite parce que je voyais ici des jeunes ici. Aussi, si vous voulez venir aussi dans le sujet de cybersécurité industrielle, on en recherche beaucoup de personnes. Donc c'est aussi un vrai sujet en pleine émergence. Concrètement, on manque énormément de ressources en cybersécurité, aussi bien prestataires que internes, etc. Donc c'est un vrai sujet où il y a vraiment plein de choses à faire et c'est super intéressant. Petit coup de pub pour la cybersécurité. Maintenant, la partie un peu accompagnement et transformation de tout ça. On a dit que finalement, il va y avoir un peu de choses à faire dans les entreprises. Ça dépend du niveau de maturité, etc. Franck, combien ça coûte tout ça? Concrètement, comment on peut essayer d'estimer, comment on peut essayer de planifier finalement une estimation financière de cette mise en conformité du NIS 2?
comment on calcule, parce qu'on a qui connaissent la LPM et c'est un peu différent. Voilà. Notamment la NIS 2 a pas mal évolué, où avant on était sur un système quelques SI spécifiques, là on est vraiment sur toute l'entreprise. Voilà. Comment aujourd'hui les membres du CESIN ou les gens que tu vois toi dans tes différentes activités finalement font pour aller vers cette conformité et se préparent pour lancer un plan d'action qui coûte de l'argent dans un secteur qui des fois est où les marges sont très faibles. Alors c'est une question, je dirais, un peu facile et où personne ne veut répondre. Je pourrais paraphraser Vincent Strubel hier sur France Inter qui disait que ça coûterait toujours moins cher qu'une attaque. C'est une bonne réponse qui n'aide pas à savoir exactement combien il faut. Je dirais, il y a un budget quelque part de build et un budget de run. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus dans NIS 2, c'est qu'une fois qu'on aura à peu près mis je dirais, les mesures attendues, il va falloir l'entretenir dans le temps. Donc ça veut dire que c'est quand même un investissement pour les entreprises sur du long terme. La plus grosse problématique pour moi, ce n'est pas vraiment le budget, c'est l'impact qu'il va y avoir en tant que force vive pour, je dirais, faire les différentes actions et prioriser dans le temps pour avoir une approche pragmatique. Parce qu'on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, même s'il y a des obligations légales sur 3 ans. Je ne sais pas combien de sociétés pourront véritablement être en temps et en heure au rendez-vous dans la complétude du système d'information. Ce n'est pas sur quelques systèmes comme il y avait dans la LPM ou dans NIS 1, c'est sur l'ensemble du système d'information, sauf quelques sous-systèmes qui sont dûment justifiés comme ne participant pas à l'activité rendue. Donc, quelque part, on peut partir du principe que c'est à peu près tout, sauf le CE et la machine à café, quoi. Donc, et encore le CE, je ne sais pas s'il ne faudrait pas regarder une partie. Et donc, quelque part, c'est plutôt un grand chemin, un long voyage, où, entre guillemets, il va falloir avoir l'adhésion de la direction, de toutes les équipes qui font la transformation digitale pour pouvoir mettre en place les mesures tout en réduisant le risque dans une démarche progressive. Donc c'est vraiment, je dirais, un dégrippage, je dirais, des structures. Et c'est important que l'ANSSI ait fait, entre guillemets, un règlement et une déclinaison française pour que tout le système économique se décale en même temps et pas que ça soit à la bonne volonté d'une direction, parce que personne n'a, entre guillemets, envie de payer plus cher un produit parce qu'il est sécurisé. Donc il faut que tout le monde ait globalement le même niveau de sécurité pour se dire j'achète à peu près la même chose partout. Et donc ça c'est extrêmement... En Europe et en France, mais tu as raison, quand on bascule en Europe, on peut avoir des entreprises essentielles dans certains pays qui vont avoir des niveaux presque moins bons que les importantes en France. Ce qui peut être un peu délicat. Et dans certains, je dirais, pays, on peut même des fois avoir aussi à sélectionner l'auditeur qui va vous auditer dans plusieurs années. Ce qui est quand même un grand moment de bonheur. On se demande comment ces sociétés ont pu faire leur accompagnement, parce qu'elles ont dû sérieusement accompagner je dirais, les différentes agences locales, parce qu'elles vont auditer des choses qu'elles ne connaissent pas, voire des fonctionnalités qui peuvent être, entre guillemets, partagées dans différents Européens. Mais pour le budget, il faut aussi ne pas oublier que des sociétés qui voudraient étendre leurs services au niveau européen doivent intégrer le fait qu'elles vont devoir être conformes le jour où elles vont proposer le service dans un autre pays européen. Et ça peut, entre guillemets, protéger certaines sociétés déjà installées en Europe. Mais si on veut faire une extension dans un pays européen, il va falloir être conforme le jour où on délivre le service. On parlait du coût de la NIS 2. Moi, je vais plutôt parler de la dépense si on ne le fait pas. Souvent, ce qui est intéressant pour le chef d'entreprise, c'est combien coûte une journée d'arrêt de production. C'est intéressant d'avoir cette échelle-là. Est-ce qu'un industriel, est-ce que vous connaissez, vous, le coût d'une journée d'arrêt de production suite à un problème, pas forcément cyber. Après, vous le multipliez par le nombre d'arrêts lorsque vous subissez une attaque, vous voyez un peu l'impact, qui n'est pas que technique, qui est aussi terme d'image et autres. Et à partir de là, on voit effectivement, c'est un ROI, c'est un ratio. Je ne fais pas, ça va me coûter ça. Si je sécurise, si je mets en place tout ce qu'il faut pour limiter le risque ou éviter que ça arrive, peut-être que ce coup-là, je n'aurais pas à le supporter. C'est aussi un autre ordre de grandeur intéressant à voir. Et un arrêt qui est systémique. C'est-à-dire qu'aussi, sujet où en fait, on peut avoir des gens qui nous disent mais en fait, c'est pareil, je viens dans une usine, je la casse, c'est pareil que dans une cyberattaque. Ben non, parce que là, on peut être massif, on peut être temporaire, on peut aller sur plusieurs usines en même temps. Et puis un arrêt systémique, on l'a anticipé. Dans le fonctionnement. Une cyber, on sait tous, un attaquant, il peut être là depuis 6 mois, 7 mois, 1 an, il observe, donc il est là, et puis il va mener son attaque au moment où l'entreprise va être la plus fragile. Bon, en tout cas, l'attaquant va l'identifier comme étant la plus fragile, ou c'est là où il va faire le plus de dégâts. Faut pas, je ne vais pas redire, mais la menace, c'est des gens qui attaquent, c'est des gens qui sont bons. Ils sont même très très bons.
C'est pas le petit hacker, enfin c'est fini, cette histoire-là. Ça serait intéressant aussi. Peut-être que l'ANSSI pourrait nous en parler, un peu le profil de l'attaquant, parce que moi, quand je vais voir des boîtes, les gens me disent mais quel est l'abruti qui viendra m'attaquer? Bah, on l'a dit, hein, c'est le gain, c'est l'appât du gain, c'est... Filet de pêche. Pardon? La méthodologie du filet de pêche. Filet de pêche, hein, et en face, sont des bons, sont même très très bons, très bien structurés. C'est une vraie économie de marché, hein, la menace. Oui, on parle même maintenant de crime organisé. Voilà, il y a des métiers dans la cybercriminalité, et c'est toute une organisation à l'échelle mondiale. Et effectivement, l'image du filet de pêche est intéressante. En fait, il cible avec des techniques, disons des robots, et ils attaquent tout le monde en même temps, et des fois ça rentre, et c'est fini, quoi. Vincent, justement, comment toi tu vois, par exemple chez Sysdream, comment tu vois les débuts d'accompagnement des entreprises, justement, comment vous travaillez avec eux pour soit ceux qui sont un peu matures, soit qui sont pas du tout matures, ou des fois on arrive en disant faut que je sois conforme NIS2, sauf que je sais pas ce que c'est de la cyber. Enfin, je sais pas si tu as ça jusqu'à là, mais comment ça marche et comment vous commencez à travailler sur ces sujets-là? Oui, depuis à peu près 1 an, on commence à avoir des demandes d'accompagnement sur NIS2. Donc ça commence à être très concret. Et moi, j'ai 2 situations, en fait. C'est assez simple à résumer. Il y a 2 situations. Il y a des industriels qui sont vraiment au niveau quasi zéro. C'est-à-dire, à la limite, ils ont mis quelques solutions techniques, mais il n'y a quasiment aucune gestion du risque cyber dans l'entreprise. Et dès qu'on descend sur des sites industriels, il y a une gestion SI, mais il n'y a pas du tout de gestion cyber. Et un regard des risques, il y a vraiment... voilà, il y a tout à faire. Donc ça, c'est le premier cas. Dans cette situation-là, la première étape, c'est un diagnostic qui consiste à faire une analyse d'écart. Enfin, on peut l'appeler, il y a différents termes. Une analyse de risque aussi. Mais mettre en place, avant de parler de budget, avant de parler de choses à 3 ans, de savoir où on en est pour pouvoir écrire cette feuille de route et pouvoir aligner les parties prenantes de l'entreprise jusqu'à la direction générale sur ce qu'il faut faire. Donc ça, on accompagne Moi, j'ai un cas concret dans l'agroalimentaire qui a souhaité faire cet exercice et ça a du coup soulevé des difficultés concrètes pour accéder, ne serait-ce qu'aux opérationnels, pour parler du risque cyber sur chacun des sites industriels, pour pouvoir faire cet état des lieux à 360 degrés. Donc en fait, ça déjà, cette étape-là, crée une première prise de conscience, une première démarche. Et donc ça, c'est vraiment le lot, je pense, de beaucoup d'entreprises qui sont à cette première phase, juste de prise de conscience et se dire, ouais, ce sujet-là, je vais devoir l'adresser, sinon je vais perdre mes marchés, je vais pas... Voilà. Et après, j'ai une deuxième situation d'entreprises plus matures qui sont déjà avancées, qui sont sur des projets concrets de mise en œuvre et qui ont fait des choix eux-mêmes déjà de priorité. Je parlais d'un cas concret, donc un industriel de la chimie qui, sur un site de production sensible, a décidé de mettre en place une supervision par un SOC, ce qu'on appelle un SOC, un centre opérationnel de sécurité. Donc, il a souhaité un SOC externalisé pour faire une détection de menaces cyber, pour pouvoir être alerté en cas de problème. Donc ça, c'est un cas concret. On a aussi, nous, on est centre de formation, donc on a aussi des personnes qui viennent vers nous pour accompagner la montée en compétences au sein des entreprises. Donc, mais ça, c'est voilà. Donc on a vraiment ces deux situations d'entreprises moyennement matures et très peu matures. Et c'est assez intéressant de voir que néanmoins, on a de plus en plus d'appels d'offres et de demandes en lien avec NIS2, et on nous demande de plus en plus de donner des preuves de réalisation pour nourrir la conformité NIS2 pour nos clients. Franck, justement, toi qui est au Césin, justement, et il y a plus de 1200 membres, enfin bientôt 1200 membres au Césin, donc beaucoup d'entreprises différentes, maturités différentes. Est-ce qu'il y a les premiers enseignements, c'est peut-être un peu tôt de dire ce mot-là, mais les premiers retours d'expérience que tu vois de membres, finalement, de choses qui auraient commencé à fonctionner, de gens qui ont fait, par exemple, la Nice 1 déjà. Voilà. Est-ce qu'il y a des grandes idées, finalement, que le Césin remonte pour essayer d'avancer sur ces sujets ? Oui, il y a déjà, je dirais, toute cette expérience qui a été accumulée dans la LPM et dans Nice 1, qui va, entre guillemets, concourir à aider pour le Nice 2. Même si ce sont des tailles d'entreprises complètement différentes. Moi, j'ai participé à Nice 1 et j'ai beaucoup appris
particulièrement à ce moment-là des banques, qui nous ont expliqué comment elles avaient, entre guillemets, fait, comment elles avaient, entre guillemets, travaillé ensemble pour pouvoir étudier des sujets, parce que derrière l'esprit de la règle, il faut l'interpréter par rapport à un secteur, et en même temps, comment, entre guillemets, interroger le régulateur pour voir comment on se comprend. Des fois, il peut être, entre guillemets, délicat à titre, je dirais, professionnel d'une entreprise d'aller voir l'ANSSI et de dire moi, cette chose-là, je la vois comme ça. Et donc, on a vu à l'époque, quand moi je bossais sur Nissan dans une société, de se dire on préfère que ce soit une association qui accumule les questions, qui fasse des propositions, qui aille dans une approche collective. C'était beaucoup plus facile pour pouvoir, entre guillemets, avoir le point de vue du régulateur et en même temps de pouvoir revenir avec une valeur ajoutée dans son entreprise. Parce que souvent, le directeur cyber ou le RSSI va avoir des oppositions internes, malheureusement, de la production informatique ou d'autres équipes, où il va être considéré comme un ayatollah qui veut renforcer la sécurité. Et c'est important de pouvoir dire on a des travaux de secteur, d'activité, qui permettent de dire dans la distribution, dans l'énergie, dans je ne sais quoi, on a cette façon d'adresser cette règle de telle façon. Et ma proposition n'est pas une proposition entre guillemets d'extrémisme, c'est une proposition sectorielle, suite ou non à un échange avec le régulateur. Donc c'est extrêmement important dedans. Le deuxième point, de ce qu'on a pu avoir comme enseignement prédécesseur, il faut un responsable de mise en conformité NIS 2, mais il ne faut pas le voir comme un projet en perpendiculaire ou en opposition avec sa roadmap sécurité. On doit définir une roadmap sécurité ou un schéma directeur ou une stratégie, on met le mot qu'on veut, et se dire par rapport à ce modèle, on va, entre guillemets, intégrer ce qui manque dans NIS 2. Et comme tu le disais, on a NIS 2, on a CRA, on en a PSTI si on est en Angleterre et compagnie. Ce n'est que le début d'un long chemin de directives, de réglementations qui vont s'accumuler. C'est une nouvelle activité qu'on doit avoir dans les entreprises, dans le mandat des RSSI, de se dire il y a des suivis de mise en conformité dessus. Et là, on commence à voir, dans le cadre du lab du CESIN, l'envie d'avoir des modèles qui permettent de pivoter d'un framework, d'une réglementation, d'une directive à une autre pour pouvoir limiter. Parce qu'on ne peut pas faire des mises en application de micro-projets comme l'identité ou des genres de choses comme ça et de se dire est-ce que je suis conforme à quoi? Qu'est-ce qui manque pour être conforme dans la énième règle? Donc il va falloir trouver des moyens d'optimiser ces mises en conformité en disant est-ce que j'accepte ce risque de ne pas être conforme sur tel point, mais j'aurai une capacité à démontrer que j'ai été extrêmement, je dirais, proactif, motivé sur le reste, ou est-ce que je me dis, ce petit supplément, il ne faut pas ergoter sur les quelques milliers d'euros en plus, ça me permettra d'être conforme au moins sur ce point-là dans telle réglementation. Florian, si on parle justement d'accompagner les entreprises, accompagner avec différentes maturités aujourd'hui, on a parlé notamment un peu de mon espace NIS 2, mais finalement, c'est quoi les actions que fait l'ANSSI et peut-être l'État, les collectivités territoriales, locales, etc., pour aider si aujourd'hui on a des gens qui sont ici et qui disent ok d'accord NIS 2 c'est un sujet j'ai compris, comment j'avance, comment je sais comment faire, voilà. Est-ce que l'ANSSI a planifié des choses, a déjà mis en place des choses pour accompagner finalement les entreprises sur ces nouvelles exigences? Alors oui, la réponse est oui. On a planifié des choses. Donc on a effectivement déjà mis en ligne une première version d'un espace dédié donc qui s'appelle Mon Espace NIS 2. Déjà dans un premier temps, l'idée c'est, je vous invite à souscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières informations concernant notamment la transposition de cette directive qui est actuellement en cours, donc qui était au Sénat hier et qui va poursuivre son chemin parlementaire. Et donc ça nous permettra de communiquer à grande échelle sur l'avancement de la transposition dans un premier temps, et puis dans un second temps de vous mettre à jour des derniers outils d'accompagnement ou solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Je reviens un petit peu sur le point de se regrouper au niveau des secteurs. Effectivement, on n'a pas la capacité d'interagir unitairement en bilatéral avec chaque entité qui est concernée par le périmètre. Combien de sociétés une vision en périmètre NIS 2? Alors, c'est une très bonne question, une question un peu piège. En fait, c'est comme le coût. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'a priori, c'est plusieurs dizaines de milliers. Et puis, ça va s'inscrire dans le temps. Donc, voilà, ça commence à partir des moyennes entreprises. Donc, les petites ne sont pas concernées, mais dès qu'elles grossissent, potentiellement, elles deviennent concernées, etc. Ou si elles ont des contrats avec les moyennes, etc. Voilà, donc c'est des milliers, des milliers et des milliers d'entreprises. Donc voilà, pour rester informé. Le deuxième point, c'est que par rapport aux obligations en matière de cybersécurité, donc on travaille depuis déjà plus d'1 an sur l'élaboration d'un référentiel qui va vous permettre
de disposer à minima d'un chemin. Voilà, on est conscient qu'il va y avoir des objectifs à atteindre. On peut, en fonction des contextes, des métiers, d'autres contraintes réglementaires, voilà, ou sectorielles, emprunter des chemins différents pour atteindre un même objectif de sécurité. Donc l'agence va mettre à disposition ce référentiel qui, pour chaque objectif, voilà, vous dira si vous faites telle chose et telle chose, on considérerait que l'objectif serait atteint. À côté de ça, on travaille aussi sur la construction de relais pour justement pareil, essayer de communiquer à grande échelle et puis surtout atteindre des entités avec lesquelles aujourd'hui on n'interagit pas par historique ou juste parce qu'il faut pouvoir rentrer en contact avec eux et on n'a pas forcément les capacités à notre niveau, donc on va s'appuyer sur des relais pour le faire. Et puis, on travaille aussi à une offre de services. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de certains services qui sont déjà disponibles pour les entités publiques, mais on a mon service sécurisé, on a mon aide cyber qui est sorti aussi, qui aide à faire un premier diagnostic. Donc, on va au fur et à mesure étoffer cette offre. J'en profite pour insister sur le fait que c'est effectivement du temps long. Voilà, il y a un délai qui circule pour la mise en œuvre, c'est vrai, qui est donné de 3 ans. L'objectif, en tout cas pour l'objectif de l'esprit de la directive et l'objectif en tout cas de transposition au niveau national, c'est quand même de faire de la sécurité et pas faire de la réglementation pour faire de la réglementation. Donc ce qui est important, c'est d'être pragmatique et d'établir la feuille de route, de se mettre en ordre de marche. Et de prendre les sujets au fur et à mesure. Pour être bien clair pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas justement suivi, les 3 ans, c'est intéressant justement de l'avoir en tête. Alors, c'est pas écrit, mais c'est quand même beaucoup dit, notamment par le directeur de l'ANSSI. Aujourd'hui, c'est quand la loi sera votée, signée, l'ANSSI donne 3 ans avant de commencer à vraiment... dire que les entreprises ont du temps, mais c'est pas si long que ça, quoi. Voire même, enfin, c'est pas au moment de l'entrée en vigueur des décrets d'application qui vont venir préciser les objectifs. Donc là, il y a la loi. Une fois que la loi est stabilisée et votée, on pourra du coup enclencher le processus pour valider le décret qui ira probablement jusqu'au Conseil d'État. Et à partir de ce moment-là, il y aura effectivement une date d'entrée en vigueur des obligations. Et donc le délai démarrera à partir de ce moment-là. Mais il faut pas... Mais petit conseil, n'attendez pas 3 ans parce qu'il y a un peu de boulot avant, quoi. Effectivement, on vous conseille déjà déjà, si vous ne l'avez pas, de commencer à établir une cartographie de vos systèmes d'information. C'est souvent un exercice compliqué, mais sans rentrer dans tout le détail, déjà être en capacité d'avoir une liste de quels sont mes sites, quels sont les systèmes d'information qui sont sur tel site, à ma charge, peut-être externalisés chez un prestataire. Voilà. Donc, des premières actions, on a pas mal de guides aussi sur le site. Et donc, je vous invite vraiment à souscrire à cette newsletter parce qu'on essaiera vraiment de pousser le plus d'éléments dès qu'ils sont vraiment validés par nos plus hautes instances. Et on rappelle, tous ceux qui ne savent pas s'ils sont concernés ou pas pour le NIS 2, donc mon espace NIS 2, vous avez un questionnaire de 6-7 questions. Et vous savez déjà très rapidement si oui ou non vous êtes concerné par NIS 2 et jusqu'à quel niveau, quoi. Donc ça permet de vous aider. Oui, et juste un dernier petit point de détail parce qu'on a eu le retour. En tant qu'industriel, on a souvent, dans certains cas, parfois on pense qu'on est rattaché à un secteur parce qu'on a 100% de nos clients dans tel ou tel secteur. Donc ne vous arrêtez pas forcément au secteur, on va dire, classique type énergie, transport. Si vous êtes vraiment industriel, vous êtes probablement dans l'annexe 2. Donc je donne un exemple. On a un constructeur de turbines d'éoliennes qui nous a contactés et il pensait qu'il était dans l'énergie. Effectivement, tous ses clients sont dans l'énergie et pour lui, il bosse dans l'énergie. Mais au regard de la directive, il est plus dans l'annexe 2, dans la fabrication d'équipements. Et donc, dans l'énergie, il ne se trouve pas. Donc, il pense qu'il n'est pas concerné, mais en réalité, il est concerné par l'annexe 2. Voilà. Point intéressant pour l'industriel. Il nous reste il vous reste 5 minutes, je pense. Je vous propose peut-être de passer aux questions, si des gens ont des questions dans la salle sur ce sujet. Je vois qu'on a toujours autant de monde, donc c'est plutôt positif, on ne vous a pas endormi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur le sujet de NIS 2 ? Oui. Est-ce qu'il y aura des sanctions si on n'est pas prêt ? Je pense que la question est pour moi. Effectivement, on n'en a pas parlé, donc il y a... Effectivement, pour détailler tout NIS 2, ça prendrait un peu plus que 45 minutes. Donc, la directive s'appuie sur un mécanisme un peu similaire au RGPD. Donc, en cas de non-respect des obligations et en cas de contrôle, voilà,
Cela pourrait amener à l'instruction d'un dossier qui pourrait amener à des sanctions qui sont basées donc, sur un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc pour les entités essentielles, ça peut aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial, je précise. Et pour les entités importantes qui concernent plus le secteur de la de l'industrie, ce serait 7 millions ou à 1,4% du chiffre d'affaires mondial. C'est précis. Oui, Vincent. Mais l'ANSSI est quand même beaucoup plus gentil que la CNIL, non? Je ne sais pas si on est plus gentil que la CNIL. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, on a quand même historiquement une essence d'accompagnement. On est là pour aider. On a conscience de la difficulté, surtout technique, à appréhender ces sujets-là, à intégrer la cyber. On en a parlé dans une feuille de route, les problématiques de compréhension des métiers, etc. Donc l'idée, c'est quand même de faire de la cybersécurité et de se protéger avant de sanctionner. Donc c'est un outil à disposition du régulateur. Avant qu'on arrive à la sanction, déjà il y aurait plein d'étapes, contrôle, voilà, il y aura des échanges avant tout ça. Donc c'est possible, mais bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Je Oui, me permets, oui, il y a un truc qui n'a pas été dit, qui est pas anodin, c'est que NIS 2 devrait introduire la responsabilité pénale du dirigeant des entreprises sur la cybersécurité. Non, Non. Non, pas pénal. Historiquement, dans la LPM, il y avait un sujet pénal, mais dans NIS 2, c'est uniquement des amendes administratives. Je vais juste compléter, enfin aller beaucoup plus loin sur la notion de sanction. Il y a aussi la sanction économique, dans le sens où, il ne faut pas l'oublier, même si une entreprise ne rentre pas dans le champ de la NIS 2, on a quand même toute la supply chain. Après, c'est le marché. En toute logique, un gros industriel qui, lui, rentre dans la NIS 2, il ne va pas prendre le risque de faire appel à des entités qui sont hors, enfin, en tout cas qui n'ont pas le niveau de maturité suffisante en matière de cybersécurité. Et là, c'est le marché qui va jouer son rôle de sanction. Et ça, on a tendance à l'oublier aussi. C'est-à-dire qu'il y a un ruissellement qui se fait. Tout le monde est concerné parce que le marché, de toute façon, va faire un tri. Il y a un côté viral, tu as entièrement raison. Je dirais la possibilité d'avoir une amende, je dirais c'est triste si l'entreprise ne le comprend que comme ça. Ça peut le faire comprendre, mais bon, c'est grave. Je dirais le plus important, comme tu le disais, c'est qu'on va avoir une déviance business, parce que nous, tous nos sous-traitants, on va leur demander est-ce que vous êtes soumis à NIS 2 ? Et si on n'est pas d'accord d'un point de vue de notre réflexion, et on peut avoir des confusions de tu fournis de l'énergie, donc on aura peut-être des sujets de discussion. Mais quelqu'un qui nous dit je ne suis pas soumis à NIS 2 et nous on le pense, on va avoir une discussion. Et s'il nous dit je suis soumis à NIS 2, à peu près chaque année, on lui dira démontre-nous un minimum de progression. Donc c'est ça qui va entre guillemets être le plus décisif et pas du tout entre guillemets la pénalité. Et donc je reviens exactement comme toi, le marché va faire du nettoyage. Et on est en une certaine délégation de l'ANSSI à travers ce modèle-là et le suivi des tiers. Sans compter le côté image. Attends. Ça va se décliner avec une certification reconduite chaque année ou tous les 2 ans C'est souvent comme ça. Donc la question de la certification, aujourd'hui au niveau national, effectivement, il n'y aura pas de certification à date. Ça ne veut pas dire que c'est dans les pensées ou dans les envies. La problématique, c'est qu'avant d'avoir la capacité au niveau national pour certifier l'intégralité de toutes les entités qui se soumettraient à une demande, il faudrait déjà avoir la structure de certification. Donc effectivement, il y a certains pays qui ont la Belgique, la Hongrie, mais qui ont un contexte différent en termes de nombre de sociétés, en termes de structures déjà existantes. Donc à date, pour l'instant, non. On a des réflexions par rapport à notre référentiel en tout cas, mais bon, c'est... D'homologation. Ouais. Oui, juste un complément, il n'y a pas de certification NIS 2, c'est clair, mais le marquage CE est en train aussi de se structurer pour intégrer la cyber dans son schéma de certification. Et ça va commencer, on a parlé des IoT, des machines, des équipements électroniques embarqués. Le marquage CE, très vite, un industriel ne pourra plus mettre sur le marché un équipement. Il ne pourra plus avoir le marquage CE s'il n'a pas intégré certaines exigences de cybersécurité. C'est surtout le CRA, concrètement. Il n'y a pas que le CRA. D'accord, il y a plus que le CRA. La directive machine. Oui, bien sûr. Et la directive RID, et je pense qu'il y en a d'autres. De toute façon, on en est sur un chemin de certification produit. Alors voilà, même si la NIS 2 n'est pas orientée produit,
indirectement, le fabricant, n'importe quel industriel, va devoir à un moment donné mettre sur le marché son produit. Et comme tout bon fabricant, le marquage CE, il va falloir faire de la cyber. Et juste petit détail ici, c'est parce que donc ce marque, le CRA, c'est surtout produit utilisé en Europe. Les importateurs vont être impactés. Concrètement, quand on importe des produits dans l'Union européenne, aujourd'hui, clairement, il y a aussi une responsabilité de ces derniers de s'assurer que ça respecte, etc. Donc, ce n'est pas juste l'Europe autour de ça, c'est tout l'écosystème avec finalement une responsabilité qui va être différente, mais quoi. C'est un point aussi qui était important à préciser. Une autre question ou pas? Ah, au fond. Je crois comprendre dans ce que je viens d'entendre que NIS2 ne s'applique pas aux sous-traitants de façon automatique si l'entité... Alors, la directive s'applique aux entités qui rentrent dans le champ d'application. Voilà. Donc, si je fabrique, comme je disais tout à l'heure, des équipements pour le transport, je suis concerné par NIS2 et donc je dois mettre en œuvre des mesures de cybersécurité pour assurer mon activité. Donc, je dois gérer ma chaîne de sous-traitance. En revanche, donc je vais devoir intégrer dans mes contrats probablement des exigences spécifiques pour être conforme, moi, à mon niveau à NIS2. En revanche, le sous-traitant, potentiellement, il peut ne pas être concerné par la directive. Donc lui, il n'aura pas ces obligations-là. Et il n'y aura pas d'obligation. On ne peut pas, au niveau juridique, imposer un ruissellement automatique en cascade des obligations. Donc ça va se porter au niveau des contrats. Et on a conscience que ça a des limites, mais voilà. Non, en fait, je posais la question, c'était par rapport aux attaques par supply chain. Moi, ça me paraissait cohérent de l'imposer aux sous-traitants, finalement, la réglementation NIS2. Alors, si je fais un focus sur le secteur du numérique, le secteur du numérique, lui, est concerné par la NIS2, donc tous les fournisseurs, les hébergeurs, les fournisseurs de cloud, les infogéreurs sont concernés. Donc eux, ils vont aussi avoir des obligations qui vont poser sur leur système d'information. Donc ce qui va quand même renforcer un minimum au niveau de la sécurité du sous-traitant, numérique en l'occurrence là. En revanche, je fais un petit aparté, la solution qui est vendue, elle n'est pas forcément conforme à NIS2. Ça reste un produit, entre guillemets, et ça, ce n'est pas l'objet de la directive NIS2. Ça peut être l'objet, en l'occurrence pour les prestations numériques, ça peut rentrer dans le cadre du Cyber Security Act, qui est un schéma de certification à l'échelle européenne. Mais donc, si vous faites appel à un prestataire numérique, lui, il sera soumis à des obligations qu'il va mettre en œuvre sur ses systèmes, mais votre environnement numérique que vous achetez, lui, sera régi par votre contrat. Et donc, c'est dans ce contrat-là qu'il faudra assurer le respect à vos obligations propres NIS2. Et ouais, c'était pour compléter la réponse. En fait, ça a beaucoup joué aussi par rapport à vos clients qui, eux, vont être sûrement régulés NIS2 et qui devront assurer que leurs sous-traitants sont conformes NIS2. Donc, en fait, les sous-traitants ne seront pas impactés directement ou potentiellement par NIS2, mais en fait, vu que leurs clients le seront, contractuellement, ça va passer par là, quoi. Merci beaucoup aux intervenants pour cet échange. Désolé, on est 45, on a déjà dépassé le créneau, mais n'hésitez pas à échanger avec eux directement.